Déjà, moi, je suis ravie d'être ici, dans ce pays de la Mèche que je ne connaissais pas du tout et qui est une grande claque après cette période. Alors, cette première table ronde, elle a été baptisée Inspirée parce que lors de la première édition de ce forum qui avait eu lieu en 2018 à Paris, on avait déjà tenté de réfléchir à cette question qui semble extrêmement simple, qui est comment coexiste de manière réelle, mais aussi dans la représentation, dans nos têtes, dans un monde très, très ethnocentré, l'humain, évidemment, le végétal, l'animal, tous les éléments naturels qui sont évidemment particulièrement présents à nos esprits après cette année qui a été dominée par un virus. On avait oublié que parfois les virus existaient, et puis il y a une vague de chaleur incroyable au Canada, on le sait tous, et ici, dans ce pays de la Meige, au pied de cette remontée mécanique, dont j'aimerais qu'un jour on me dise d'ailleurs depuis quand elle ne fonctionne plus, ça m'intéresse. Il y a évidemment tous ces éléments-là, mais il y a aussi d'autres non-vivants qui sont d'autres non-humains, qui sont non-vivants, qui sont les intelligences artificielles, les algorithmes, qui ont une place prépondérante dans nos vies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour les faire dialoguer de manière sensible, inspirante, ce vivant, ce non-vivant, ce non-humain vivant et non-vivant, et comment surtout la science, l'art, la technologie, donc le design, peuvent nourrir et nous aider à représenter ces existences qui sont fondamentales dans nos vies. Donc pour esquisser cette conversation qui s'avère passionnante, nous sommes alors ici précisément 4 autour de la table, en plus de moi, mais donc 6 avec 2 duos anglais qu'on a interviewés avant et qui, j'espère, seront presque présents avec nous. Alors, à ma droite, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a Jean-Paul Demoule. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France et vous êtes un grand spécialiste du néolithique. On va en parler avec vous. Nastasia Martin, merci d'être là depuis les terrasses. Vous êtes à côté, vous êtes anthropologue, vous êtes aussi écrivaine. On l'a dit, ils ne seront pas avec nous, mais seront presque avec nous le duo d'artistes britanniques Anna Dimitriou et Alex May, et un autre duo d'artistes britanniques, donc c'est 2 duos mixtes, qui s'appellent Boredom Research avec Vicky Isley et Paul Smith. À ma gauche, Aurélien Fouillet. Alors Aurélien, vous êtes ontonaute. Voilà, mais vous êtes sociologue, vous êtes philosophe de formation, mais vous allez nous dire ce que c'est le fait d'être autonote. Vous êtes chercheur associé au CRD, à l'ENS Paris-Saclay, le beau plateau de Saclay. Et Jérémy Gobet, merci aussi, vous êtes artiste et on va découvrir votre travail à l'image dans quelques minutes. Pour amorcer cette conversation, il convient de vous présenter tous et j'aimerais peut-être qu'on démarre peut-être avec vous, Jean-Paul, parce que sur cette réflexion qu'on essaye de mener et qu'on va mener dans l'heure et demie qui vient sur lien avec le non-vivant, il convient peut-être de commencer par le commencement. Vous, pour le dire plus précisément, vous êtes donc à la fois archéologue, vous êtes l'ancien président de l'Institut national des recherches archéologiques préventives, vous avez joué un rôle déterminant d'ailleurs, je crois, dans le fait de voter une loi sur l'archéologie préventive, vous avez mené des fouilles un peu partout en France, beaucoup aux Balkans, vous êtes donc un spécialiste du néolithique et du rôle social de l'archéologie, ça c'est très important et ça va nous intéresser. Vous avez publié plus de 30 livres, les plus récents sont Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, Une histoire des civilisations, Aux origines de l'archéologie, une science au cœur des grands débats de notre temps. Et j'ajoute que, comme bien des gens ici, mais notamment Nastasia, vous connaissez bien la région parce que je crois que vous y veniez depuis l'enfance. Vous avez connu la Meige, je crois, bien plus enneigée, d'ailleurs. C'est ce que vous avez dit dès que vous êtes arrivé ici. Peut-être qu'on peut commencer par le néolithique, c'est votre grand sujet de recherche. Et vous avez coutume de dire, à chaque fois qu'on vous lit ou qu'on vous entend, que c'est le moment probablement le plus important de l'histoire de l'Homo sapiens. Peut-être que c'est un moment aussi déterminant dans l'histoire de cette planète. J'aimerais peut-être qu'on commence simplement en se demandant pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec le néolithique et pourquoi est-ce que c'est peut-être l'origine de la conversation qu'on est en train d'avoir aujourd'hui? Sans le néolithique, on serait pas là. On vivrait en petits groupes de chasseurs-cueilleurs dispersés dans les forêts. Même s'il y avait déjà des maladies, ça portait peu à conséquence, puisqu'il y avait 1 ou 2 millions d'humains sur Terre.
les différences sociales étaient négligeables, telles qu'on peut les retracer quand on fouille des tombes, par exemple. Et jusqu'il y a 10-12 000 ans, on était en plus dans une période glaciaire. C'est-à-dire que là où on est, il y avait 3 kilomètres de glace à peu près, comme jusqu'à Grenoble compris. Donc le climat se réchauffe il y a 10-12 000 ans et certains petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont eu l'idée effectivement étrange de commencer à domestiquer des animaux et des plantes au Proche-Orient, en Chine, dans les Amériques, etc. Et ça va tout changer en quelques millénaires parce que à ce moment-là, la démographie humaine explose. On passe de 2 millions à 7 milliards. Les tensions vont augmenter entre communautés puisqu'elles se territorialisent, elles cessent de nomadiser. Donc on invente le confinement d'une certaine manière, les maisons, les villages. Et les différences sociales vont également exploser puisque maintenant 1% de l'humanité possède 2 tiers des richesses. Et donc on invente le confinement, on invente aussi les épidémies puisque en concentrant beaucoup d'humains ensemble et en plus en les concentrant avec les animaux, ça va créer beaucoup de nos maladies sont transmises par les animaux. Donc voilà, c'est pour ça que ça a tout changé. Ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise idée, puisqu'on n'aurait pas le plaisir d'être ensemble avec tout cet arsenal audiovisuel, parce que les techniques sont ce que les sociétés en font. Donc on peut effectivement, comme le disait Jérôme à l'instant, penser à un monde différent. Mais c'est pour ça néanmoins que ce néolithique, effectivement, dans le jargon des archéologues, donc l'invention de l'agriculture sédentaire, a effectivement le moment le plus important de l'humanité, même si c'est un tout petit pourcentage de l'histoire d'Homo sapiens, qui remonte à 300 000 ans, les premières formes humaines remontant à 7 millions d'années. Alors, plein de choses passionnantes. Déjà, sur cette apparition de la domestication de la nature, on peut utiliser ce mot comme ça, mais juste petit rappel, elle n'arrive pas aux mêmes endroits du globe en même temps, mais elle arrive à plusieurs endroits du globe de manière presque... Alors, où en est la recherche sur cette question, mais de manière pas concomitante, mais en tout cas spontanée, pardon, à plusieurs endroits du globe. Et peut-être sur cette question, qu'est-ce qu'on imagine ou qu'est-ce que l'archéologie peut dire de ce qui se passe dans le rapport à la nature, parce qu'à ce stade-là, nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Oui, jusque-là, les humains se vivent effectivement comme une espèce parmi d'autres. C'est pour ça que sur les parois des grottes, ils représentent essentiellement des animaux. 99% de ce qui dessine, c'est des animaux, quelle que soit par ailleurs l'interprétation qu'on peut en faire. Est-ce que c'est du totémisme, etc. Mais en tout cas, ils se sentent comme une espèce parmi les autres et pas la plus redoutable à cette époque. Et donc, c'est un rapport d'immersion dans la nature. Et ce rapport va s'inverser effectivement à partir du moment où la domestication va se généraliser. Alors, la domestication existait déjà chez les chasseurs-cueilleurs ce qu'on appelle le paléolithique, donc la période précédente pendant la dernière glaciation. Ils avaient domestiqué le loup pour le transformer en chien. Donc tous nos chiens descendent de loups, mais c'était pas une domestication alimentaire, c'était plutôt une association, gagnant-gagnant, comme on dit en langue de bois managériale. Donc chacun s'y retrouvait à peu près. Tandis que donc ce principe est connu, mais à partir du moment où on est dans cette période beaucoup plus propice à l'agriculture, on sait aussi que certains chasseurs-cueilleurs, comme en Amazonie, s'amusent à apprivoiser des petits animaux, mais c'est de l'ordre de l'agrément. Mais là, avec des conditions environnementales plus favorables, ça va se généraliser et dans un rapport de domination beaucoup plus forte, puisque ça va être essentiellement dans un premier temps pour la viande, mouton, chèvre, buffle, porc, etc. Et puis dans un deuxième temps aussi pour les forces de travail, on va utiliser le bœuf, le cheval, etc. Donc un rapport complètement différent qui nous paraît légitime. On dit c'est normal, on est chez nous sur Terre, on fait ce qu'on veut, mais qui est quand même un rapport qui ne date que de 2 ou 3% de l'histoire d'Homo sapiens. Alors ça, c'est ce contexte étant posé, on va passer. Je donne la parole à Anastasia. Anastasia Martin, vous
vous êtes une habitante de la vallée de la Mèche, vous habitez aux Terrasses, et vous êtes anthropologue, vous êtes diplômé de l'EHESS, et alors vous êtes spécialiste des sociétés indigènes qui habitent de part et d'autre du détroit de Bering. Vous interrogez dans vos travaux le rapport au monde de ces collectifs donc de chasseurs-cueilleurs, on va en parler, dans le contexte notamment d'une histoire coloniale qui est très violente là-bas et d'une crise climatique qui est tout aussi violente. Vous êtes l'auteur des Âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska, c'est paru en 2016 et je crois que c'est le livre de votre thèse, si je ne m'abuse. Et vous avez aussi publié un autre ouvrage d'un tout autre type qui s'appelle Croire aux fauves, qui lui est un roman. Et vous êtes aussi réalisatrice avec Mike Magidson, j'espère que je le dis bien. Magidson, voilà, c'est bien, fatalement, qui s'appelle Dvayan. Alors, vous vivez ici, je l'ai dit, et très intéressée d'avoir cette conversation à triple titre. D'une part parce que vous connaissez très bien ce territoire, mais aussi parce que j'aimerais qu'on ouvre cette conversation avec vous aussi en essayant de comprendre, après ce que nous a dit Jean-Paul Demoule, ce que votre travail d'anthropologue sur ces chasseurs-cueilleurs qui vivent près du détroit de Bering raconte des différents endroits du rapport à la nature qui existent encore sur ce globe, et aussi parce que vous êtes quelqu'un, mais ça on y vient après, qui vous interrogez beaucoup sur votre pratique d'anthropologue. Alors peut-être pour poser simplement la question, vos travaux que vous racontez dans ce livre, qui était le livre de votre thèse, par rapport à ce que nous disait Jean-Paul Demoule sur ce moment du néolithique et le moment que nous vivons ici, comment vivent ces populations et qu'est-ce que, en tant qu'anthropologue, vous cherchez à raconter ou à travailler sur notamment leur rapport à la nature? Oui, merci. Bonjour à tous. Je dirais que lorsque j'ai entrepris mon premier terrain d'ethnographie en Alaska, je cherchais justement à travailler avec des minorités, parce qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Jean-Paul Demoule, ce sont des minorités qui, malgré la mondialisation, vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs, ou principalement, en tout cas, vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Et derrière cette idée, il y avait aussi une autre idée attachée à ça qui était: est-ce que ces sociétés-là disposent encore d'ontologie, c'est-à-dire de manières d'être au monde qui sont différentes des nôtres ou pas? Et donc l'hypothèse de départ, c'était oui. J'avais énormément travaillé, j'étais donc sous la direction de Philippe Descola, j'avais énormément travaillé sur la question de l'animisme, et je suis partie en Alaska pour travailler avec les Gwich'in, avec cette idée qu'ils étaient peut-être parmi les derniers représentants de cette ontologie animiste qui postule tout simplement que nous partageons avec les autres êtres vivants quelque chose comme une âme. Ce qui est l'inverse de ce que nous pensons ici en Occident. Et lorsque je suis arrivée en Alaska, je me suis rendu compte que en fait, ces gens étaient complètement débordés à la fois par une histoire coloniale très très violente dont les signes étaient encore tout à fait visibles dans les villages dans lesquels ils avaient été sédentarisés il y a 150 ans, et aussi par des métamorphoses climatiques qui faisaient qu'en fait, ils ne pouvaient même plus chasser les animaux qu'ils poursuivaient, notamment en l'occurrence les caribous, que les saumons ne remontaient plus les rivières, que la glace cédait sous leurs pas, que la rivière brûlait, etc. etc. Et donc, il y avait une sorte de perte de sens généralisée chez ces gens qui, moi, m'a énormément questionnée, parce qu'évidemment, j'avais beaucoup lu sur les chasseurs-cueilleurs en général en anthropologie et leur manière de continuer d'être au monde différemment que nous. Et en fait, je me rendais compte qu'ils étaient complètement assommés par des politiques d'assimilation très très présentes, et pour le dire très simplement, par une idée de la nature en fait qui n'était pas la leur, et qui, dans ses applications pratiques, les empêchait de continuer à être eux-mêmes.
Et donc tout mon travail, ça a été un petit peu de remonter le fil de cette histoire coloniale, de remonter le fil de pourquoi on en est arrivé là au niveau des métamorphoses climatiques dans le Grand Nord, et quel fragment de relation au monde restait-il ou pas dans ces milieux humains et non humains dans le Grand Nord. Alors du coup, est-ce que je pose la question comme ça, vous avez beaucoup écrit sur le sujet, on va revenir probablement plus tard sur aussi ce roman que vous avez écrit qui a été un très grand succès public, ce qui est aussi quelque chose de très intéressant parce que ça raconte une histoire qui raconte votre rencontre avec un ours et qui revient d'ailleurs votre blessure par un ours et aussi qui raconte beaucoup les enjeux politiques qu'il y a ensuite autour de vous quand vous rentrez, entre notamment la France, la Russie, qui est la suite de l'URSS. Mais est-ce que précisément parce que vous êtes parti avec une épithèse de départ et parce que vous vous êtes retrouvé dans la posture que vous êtes en train de nous raconter, c'est aussi ça qui peut-être vous mène aujourd'hui à vous interroger sur la pratique et sur notamment la restitution de votre travail d'anthropologue. Vous avez publié un article dans la revue du Crieur qui pose véritablement cette question de votre place en tant que chercheuse et des récits, et c'est ce qui va probablement nous occuper beaucoup maintenant, de la manière dont vous pouvez faire récit en dehors de l'académie ou autrement dans l'académie, de votre pratique et des résultats que vous trouvez, même si le terme résultat, en tout cas de ce que vous découvrez en recherche. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous la problématique de cela ? La problématique, elle est toute simple, c'est que l'anthropologie, en tant que discipline, porte très clairement le stigmate de la colonisation, que les premiers anthropologues étaient des missionnaires ou qu'en tout cas, ils se sont énormément servis des travaux des missionnaires, etc. Et qu'à l'heure actuelle, après qu'il soit passé les études postcoloniales, l'écoféminisme, etc., on ne peut plus vraiment faire de l'anthropologie comme on le faisait avant. Par ailleurs, en Amérique du Nord, la plupart des populations autochtones revendiquent le droit en fait de refuser tout simplement d'avoir des anthropologues qui viennent les étudier et qu'eux-mêmes soient leurs propres exégètes, si on peut dire. Donc ça pose la question de si on continue de faire de l'anthropologie, comment et pourquoi on le fait, et ça pose la question de la place politique, quelque part, de l'anthropologie dans le débat. Et donc, aujourd'hui, moi, les collectifs avec lesquels je travaille, et là, je pense plus particulièrement encore aux événements de la région d'Itcha au Kamtchatka, donc en Russie, sont des gens qui, par les choix existentiels qu'ils ont faits, qui ne sont pas ceux qui sont poussés par les politiques d'assimilation des États, sont des gens qui sont extrêmement subversifs par rapport à ces politiques. Et c'est des gens dont on a invisibilisé les existences et fait taire les voix depuis 200 ans. Depuis qu'ils ont été rencontrés, entre guillemets. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, il y a vraiment un enjeu de restitution, de restitution de leur voix, et pas seulement au sein de l'académie, dans une forme d'intertextualité qui ne sortirait pas du domaine du savoir et des gens qui ont accès à des connaissances qui sont très codifiées pour comprendre les textes d'anthropologie très, très, très précis. Il faut avoir fait 15 ans d'études, etc. Il y a d'autres manières de médiatiser ça aussi. Donc, c'est pas de dire on oublie la scientificité de la discipline, c'est pas du tout ça, c'est de dire on pluralise et on restitue ces voix donc, et ces manières d'être au monde qui sont encore à l'heure actuelle différentes des nôtres et donc qui apportent des réponses altères quant à comment se relier au monde. On les restitue du plus de manière qu'on peut. Donc les films, donc la littérature, etc. Oui, évidemment, on va revenir précisément d'ailleurs sur ce livre et sur ce film et sur justement l'endroit d'où vous le faites. Mais avant ça, on va justement entendre Vicky Easley et Paul Smith, qui sont donc les deux membres du duo Boredom Research et qui, eux, travaillent, et c'est la grande particularité de ces deux duos d'artistes, au contact de scientifiques et qui travaillent très précisément sur cette question d'incarner, de représenter une certaine observation du réel
qui sinon resteraient dans le champ scientifique. On les écoute. Hello and thank you so much to be with us. Welcome, Vicky Isley and Paul Smith. We're very happy to have you here on Zoom, but here with us in the Pays de la Meije. You're both two wonderful British artists, and you've been collaborating since 2005, I think, in a duo which is named Boredom Research. Can you just tell us who you are? Okay, so obviously I'm Vicky. And I'm Paul. And actually, we've been working as Boredom Research since 1999, so a little bit longer than 2015. But over that kind of 20 years, we've been creating moving image artworks, often in collaboration with scientists. So since 2016, we've been collaborating with scientists and conservation groups as well. And this is what is very special in your work. You claim to work to reunify splinter domains, which are, of course, arts, science, on another hand, which were once maybe very close disciplines, and of course, society. All that with the help of computational technologies, which is hard to say for a French girl. We're here. You've been working in a world which is completely shaped by humans and their imagery. What kind of imaginary do you want to shape and to create? How did you begin to work on this material, linking all those domains which are not as close as we could imagine? Sure. I mean, it's a really interesting question. It's really interesting to think, who are the humans that shape our world? Are they the scientists that offer us new interventions, or the artists that respond to the world that they experience around them, or the citizens whose kind of aggregate or combined actions en masse kind of multiply those former two? So, I mean, if we think of this more as a system of kind of complex interacting parts, then maybe that's more kind of useful to think of it in many ways as a whole. So, for example, when we produced Robots in Distress in 2017, we worked with scientists who had a vision to build a robotic swarm that would rise to the challenges of working in the heavily polluted waters of the Venice Lagoon. So their approach was centered on a robust engineering solution, which at that time was inspired by the honeybee. And what really kind of struck us was the honeybee is an organism in crisis, that they're literally dying from a variety of factors, including pesticides, drought, habitation destruction, air pollution, and lots more. So our response was really to kind of think about, this way of working has been more to do with, or more important to think about, fragility. So we worked with them to create robots that were inherently fragile and literally made from the same rubbish that was polluting the lagoon that they would be working in. So this led, building these rubbish robots led us to also creating a simulation of a swarm of emotionally enhanced robots that failed to experience agency. So I suppose when we think of, what kind of imaginary we're hoping to shape or to create, I suppose it's really one that recognizes the fragility of our situation. And that really kind of thinks or questions what is the validity of a solution? Should we just be pointing to the scientists and saying, hey, fix this? Or is it something that we're kind of all really responsible for? Of course, and that's really interesting. How did your creative journey, because you've been working for 20 years together, but I imagine you were artists before that. How did this creative journey bring you to this kind of images and objects that we are seeing just right now? So we've always been inspired by nature, so interested in nature. But we recognize that nature is not
just an image. It is a system. And early on, we discovered the computer in our career as a tool where we could express ideas about nature in code. So similar to scientists, but obviously they call that modeling. I suppose we like to refer it to more as like computer expressions. But our first long-term collaboration started in 2015, and we produced an experimental film about malaria transmission. And that was really interesting because we collaborated with a mathematical modeler exploring infection transmission scenarios. And our question at that point was really, what is the difference between an artistic model or a scientific model of disease transmission? So the scientists that we worked with on this first kind of SciArt collaboration was keen to develop new ways of modelling disease transmission, to explore how land use change might be driving increases, for example, in zoonotic diseases. And in this particular project, he was looking at a case where a form of monkey malaria, which is transmitted to humans by mosquitoes. So I suppose when we think of our creative journey, if we just play a little clip. Yeah, so we'll just play a clip of that work that came from that collaboration. So the models that the scientists were showing with us were really kind of really incredibly abstract. And what we wanted to do is we wanted to present that transmission scenario from a landscape perspective so that we could really kind of get a sense of how that disease would inhabit the landscape. And I suppose this is really kind of our history in a way, that we had this kind of shared interest in using computer technologies to express or to explore the way that we understand the world. And that's kind of led us increasingly to work quite closely with scientists and research groups. Alors ça, c'est une première partie de la présentation de nos camarades que j'espère on va retrouver, et pas ma tête. Voilà, donc excusez-nous pour notre anglais, mais voilà, ça c'est un des deux duos qui travaillent sur ces questions-là, et je pense qu'on va y revenir évidemment. Je voulais parler avec vous, Aurélien Fouillé. Vous êtes alors philosophe de formation, je crois, mais aussi sociologue. Vous êtes co-responsable du MSCTC à l'ENSI. Alors, vous allez nous dire précisément ce que c'est. Vous enseignez la philosophie. Vous êtes membre associé du Centre de recherche en design à l'ENS de Paris-Saclay. Donc là, c'est de la recherche. Et vous avez soutenu une thèse en sociologie de l'imaginaire. Donc là, on arrive à rentrer dans le cœur du sujet. L'empire ludique, comment le monde devient un jeu, et vous préparez votre HDR, donc votre habilitation à diriger des recherches. Vous êtes co-responsable de la revue Société et membre du comité de rédaction des Cahiers européens de l'imaginaire. Donc l'imaginaire, c'est vraiment votre sujet. Et alors maintenant, vous avez concentré vos travaux de recherche sur le design ontologique et le développement d'une pratique ontonautique. Ça nous passionne. Votre prochain livre, d'ailleurs, sort en septembre et il s'appelle, aux éditions Atelier d'Art de France, La vie des objets, les métiers d'art et une philosophie pratique ontonaute 1. Alors, vous avez reçu le prix de la pensée des Ateliers d'Art de France pour ce livre. Une question simple, relativement simple. Bon, à quoi vous essayez de répondre quand vous dites que vous travaillez sur le design ontologique, et justement, qu'est-ce que c'est qu'une pratique ontonautique? Tout à l'heure, Nastasia a invoqué le concept de l'ontologie pour parler d'animisme. À quel moment ça peut justement
De quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez de la même chose? Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une façon aussi de rassembler différentes choses, différentes expériences que je peux avoir. Donc, vous avez dit la philosophie, la sociologie de l'imaginaire. D'ailleurs, la sociologie de l'imaginaire, elle est née pas très loin d'ici, à Moy, pas très loin de Chambéry, avec Gilbert Durand, qui est enterré désormais. Et puis aussi une pratique d'un savoir-faire, parce que je pratique aussi l'ébénisterie et la marqueterie. Et en fait, il se trouve qu'en enseignant à l'ENSI la philosophie, en parlant d'Heidegger ou d'un autre philosophe à mes étudiants, à la fin du cours, ils venaient me voir avec un objet. Et moi qui ai fait des études purement théoriques, j'ai toujours trouvé ça assez étrange et incompréhensible. Et en fait, l'idée de l'ontonautique, ça rejoint des choses qui ont déjà été dites. C'est-à-dire qu'il y a les techniques sont ce que les sociétés en font, mais les sociétés sont aussi parfois ce que les techniques en font. Et ce que je veux dire par là, c'est que les objets, en fait, ils induisent des comportements, des représentations, des ontologies. Par exemple, l'automobile, qui est quand même un objet phare du XXe siècle, on voit très bien comment ça a changé les représentations de l'espace, les représentations du temps, et comment ces représentations, elles sont pas simplement des imaginaires au sens des contes pour enfants, mais au sens où l'imaginaire, en fait, il façonne le monde qui nous entoure, il fait les routes, il fait les remontées mécaniques, il fait les barrages artificiels, etc. etc. Et l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est que quand par exemple, quand on fait de l'ébénisterie, on apprend à comprendre les objets en pluralisant, si je reprends le mot de Nastasia Martin tout à l'heure, finalement, ses perceptions. Moi, on m'a appris à travailler à la main au 10e de millimètre. Et au début, je croyais que c'était un peu une boutade de prof de l'école Boulle. Mais en fait, on apprend à le faire et on se rend compte qu'on peut faire des choses avec son corps qu'on n'imaginait pas. Et en fait, c'est pas simplement qu'on peut faire des choses qu'on n'imaginait pas, c'est qu'on comprend les objets et les choses qui nous entourent différemment. En fait, ça ouvre des perspectives et ça crée des relations différentes. Et donc, l'idée du design ontologique, qui est une expression que je reprends à Arturo Escobar, qui est un anthropologue sud-américain, c'est que justement, si les objets induisent des représentations, en fait, quand on conçoit des objets, il faut aussi s'intéresser aux représentations qu'on va induire. Et donc le design, les designers, les créateurs, mais les architectes, les artisans d'art, enfin tout un tas de gens en fait qui conçoivent, fabriquent, pensent des objets, devraient s'intéresser aux représentations, aux modes de vie qu'ils induisent par justement les objets qu'ils fabriquent. D'où un projet et une ambition qui est la vôtre, en tout cas, d'inventer des fictions autour de ces objets. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que la fiction est nécessaire? Pour les raisons que vous venez de nous dire, mais une idée, un exemple, une volonté. C'est-à-dire que un objet sans fiction, l'objet ne va pas au bout, justement. On ne va pas au bout de ce qu'on est en train de faire quand on crée un objet. La fiction, en fait, c'est tout à l'heure, Nastasia Martin en parlait. En fait, les scientifiques eux-mêmes, ils utilisent la fiction. C'est-à-dire qu'il y a un livre de Frédéric Toiti qui s'appelle Les Contes de la Lune, où elle montre très bien que quand on a changé de notre représentation astronomique du monde avec Kepler et d'autres, en fait, ils ont écrit des petits récits de science-fiction pour qu'on comprenne ce que c'était que la Lune en tant qu'astre qui tournait autour de nous. Parce que, vous comme moi, en fait, on l'a jamais vraiment vu, la Lune tourner autour de la Terre. Par contre, quand on lit un récit de science-fiction ou les écrits de Cyrano de Bergerac ou d'autres, en fait, on peut se projeter dedans. Et l'idée d'utiliser la fiction, c'est justement d'essayer de rendre accessible d'autres modes de vie et d'autres modes de représentation que les nôtres par l'intermédiaire de quelque chose que l'être humain fait depuis qu'il apprend, depuis qu'on lui raconte des histoires, c'est même avant qu'il apprenne à lire, c'est-à-dire à se projeter dans un personnage, dans une histoire, une narration. Voilà, vous avez parlé de ma thèse. Dans ma thèse, il y a un mot, moi, que j'aime particulièrement, qui est un mot du Moyen-Âge, c'est l'enromancement.
Et l'enromancement, c'est quelque chose que en fait, les chevaliers du Moyen-Âge ont mis en place à un moment pour justifier leur position sociale. Ils ont fait appel aux troubadours, ils ont créé l'héraldique, ils ont fait les tournois de chevaliers. C'est-à-dire qu'ils ont créé un roman qui racontait ce qu'était qu'être chevalier à leur époque. Et en fait, ça a donné réalité à ce que c'était qu'être chevalier. Et encore pour nous aujourd'hui, quand on lit voilà, je sais pas, les récits de la table ronde ou autres, on accède à une part de ce que c'est. Et donc, la fiction, je pense que c'est un des outils à la fois pour faire passer les choses, enfin pour les diffuser, pour les rendre accessibles, mais c'est aussi un outil qui permet d'hybrider des choses qui naturellement ne le font pas. Voilà, dans un des articles que j'ai écrit à ce propos-là, on essaye de transposer l'ontologie Nawa que Philippe Descola décrit dans Part de la nature et culture sur un objet de notre quotidien, et de voir ce que ça donne en fait. Et donc voilà, c'est alors j'ai plus le truc exactement en tête. c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça en fait fait sens, quoi. Oui, ça crée du sens. Ça crée du sens, en tout cas ça ouvre des perspectives. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se représenter les choses telles qu'on nous a appris à nous les représenter. Et l'archéologie, l'histoire, l'anthropologie, en fait c'est des sources de modèles alternatifs, contemporains ou anciens, pour justement adresser les questions qui nous sont posées aujourd'hui avec d'autres réponses, d'autres modes de vie qui ont déjà existé et fait leur preuve en quelque sorte. Alors, je sens que tout le monde prend des notes. On va justement aller retourner en Angleterre, en tout cas dans mon salon et en Angleterre, pour retrouver l'autre duo d'artistes qui, eux aussi, travaillent avec des chercheurs, et on va principalement s'intéresser à un travail justement qui est un travail de représentation et de l'imaginaire qui lie ces deux questions-là, puisqu'en même temps, on l'entend sur cette question de l'objet, se pose aussi la question des technologies, des objets et de la présence même de la technologie comme présence ou un être. Anna Dimitriou et Alex May. Hello to both of you, Anna Dimitriou and Alex May. Thank you so much for being with us here, not in France exactly, but you're in Great Britain and you were not able to be with us, but it's really important for us to hear you. You are both artists, you have different careers, but you work together and you've been working together for 10 years. Anna, you're focusing on bioart. Your work has been displayed several places, Tate Modern, Princeton University, the Imperial College, and you're the author of a book, which is really interesting to us, which is named Trust Me, I'm an Artist. I'm sure we're going to talk about it, on being an artist, working on laboratory. And Alex, you are also British. You're an artist too, of course, and you've been working essentially, I think, with virtual reality. You focus on digital preservation, and your work has been displayed in Ars Electronica, in Impact, and the Science Gallery of Ireland. And what will be very interesting for us today is to first maybe talk about the work you have been doing together for 10 years. You've been working on several projects, and most of your work is inspired by the relationship with nature, between nature, science, technology, and most of your common work, and this is rather original and unusual, always materialize in objects and sculptures. So maybe the first question I have for you is how did nature and technology inspire you? What is the kind of imagery you wanted to create and maybe you think was lacking in this very human-centered world we live in? Well, it's lovely to be talking to you, Zoe, and we're very sorry that we can't actually be in France with you. In terms of the relationship of nature and art, I think our work, well, both of our sides, it's to do with like history, but also the future and thinking about the human in that context. Actually, we are sometimes quite small in the scheme of things in the world, and this work that we're showing here is called Archaeabot, a post-singularity, post-climate change life form. And it's taking something which is one of the most ancient life forms on Earth, which is an archaea called Sophilobus acidocardarius. So there are three branches on the tree of life. There's the eukaryotes,
And then there are two branches which are prokaryotes, i.e. Cells without nucleuses, and they're the archaea and the bacteria. So these things, archaea, kind of are more genetically similar to humans than bacteria, but they look kind of like bacteria, and they're very, very ancient. They're also extremophiles, and so this species that we're working with, it likes to live in very hot, like sort of 80-degree temperature, and it's very acid tolerant. It loves acid rain and pollution and things like that because it's been on the planet for the longest time. And we were thinking about this, and when we learned about it, we were like, well, that's kind of the perfect life form for like the post-climate change world, or it could be. The Sulfolobus, it's been with us since the beginning, but it could be there in the future as well. I'm very happy, and it doesn't need humans, so it's against this sort of anthropocentric view. And then we kind of brought in these other sort of fears of humanity around AI, things like that. So the robot, which is an underwater robot based on cutting edge research about how these Sulfolobus acidocardarius use molecular motors to kind of move themselves around through liquids, which scientists are studying to try and make molecular robots, and they're trying to build them out of DNA origami, the scientists we were working with at the MARA project at Imperial College. And we were thinking about these other fears that humans have about AI and the future. And so it's a post-singularity and post-climate change life form. And we kind of hypothesized that you could upload your consciousness to it and live on as an archaea after humanity is gone, or something like that. So it's kind of bringing together a lot of the fears of the future in this piece, but talk about ancient life and future life. And also just the fact that we have such a human-centric point of view. You know, when we talk about saving the planet, we're not actually talking about saving the planet. We're talking about save the humans. And Absolutely. because I mean, if trends carry on and go to our sort of worst fears, the world will be fine. The life will continue. Archaea will be very, very happy. But yeah, they have the ability to be happy. But humans will not survive in that world. So it's kind of reflecting on that as well, and sort of reminding us that we are part of this whole system, not just separate to it. Of course. And how is it important to maybe create an image for that? Because if you talk to me about an archaea, I don't have, I heard of it, but of course I don't have any image to put in it. I think it's important to make these things tangible for audiences, and so you can really think about it. I mean, you know what an archaea is. Most people don't. I mean, they're a whole branch on the tree of life, but actually they were only added in the 70s as a branch on the tree of life. Most people don't know about them, that they're even there, or that they're different to bacteria, because they used to be called archaebacteria till genomics technologies came to the fore. So people don't even know about that sort of thing. So just actually getting people to understand that there are these other domains of life is already like quite a big step. But I think, and then you can see it and you start thinking about it and start thinking about things from like the archaea point of view or something. What's an archaea-centric view of the world? What do they want? It's not all about what humans want, is it? I think. Voilà. Donc ça, on peut y penser à ce que voudraient vraiment les archéas. Bon, et on va terminer avec vous, Jérémy, ce tour de table magnifique et forcément beaucoup trop long avant qu'une conversation d'une 35aine de minutes puisse enfin s'ouvrir. Mais vous aussi, Jérémy, vous travaillez. Alors, vous êtes artiste. Vous êtes artiste et vous êtes diplômé des beaux-arts et des arts déco. Et vous travaillez depuis assez longtemps. Vous travaillez avec des grandes installations. Vous dites défendre une vision d'un art qui serait, je vous cite, et je cite Rodin, puisque vous citez Rodin dans toutes vos biographies, un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue. Et vous essayez en tout cas de travailler autour des objets sans usage, vous travaillez autour des savoir-faire anciens, vous avez présenté vos œuvres dans plein de très beaux endroits comme le Palais de Tokyo, le 104 à Paris, à la Fondation Bulukian, mais aussi ailleurs à Bass Museum à Miami, en Chine au Hangzhou China Museum. Toutes vos œuvres à peu près travaillent la question de la connexion à la nature, et depuis 2007, et ça va nous intéresser, vous avez créé le Corail Artefact, qui est un projet à la fois d'art, de science et d'industrie pour sauver quelque chose qu'on a beaucoup endommagé, que en tout cas le réchauffement climatique endommage beaucoup, qui est le corail.
Bon, il faut que j'enchaîne avec ça. Ouais, voilà. Vous avez une présentation, vous avez des images à nous montrer, et C'est ça. ça va, c'est très intéressant aussi qu'on ait ça. Alors, pour vous faire rentrer un peu dans mon univers, je vous propose deux œuvres un peu de mon parcours artistique. À gauche, vous avez une installation qui s'appelle 500 000 cocons. En fait, j'ai été invité par un centre d'art en Italie qui, après recherche, j'ai découvert que c'était avant une filature de soie. Et en fait, les femmes qui travaillaient à cette époque dans cette filature, on appelait ça des emplois de troisième zone, c'était très secret, c'était très mal vu. En plus, l'odeur des cocons était imprégnée dans leur peau, donc elles ne pouvaient pas échapper à leurs conditions. Et elles avaient une honte de leur travail, en fait, et une méconnaissance, une méreconnaissance de leur emploi. Du coup, j'ai essayé de trouver une œuvre qui pourrait emblématiquement leur montrer la valeur de ce qu'elles avaient fait. Et j'ai calculé qu'un cocon de soie, c'est 1000 mètres, 1 kilomètre, et qu'en fait, durant leur vie de travail, une ouvrière avait travaillé 500 000 cocons. Donc en fait, elle avait travaillé 500 000 kilomètres de fil. Donc en fait, pendant sa vie de travail, elle avait tissé un fil qui faisait la distance de la Terre à la Lune. Et donc j'ai réuni en fait ces 500 000 cocons pour en faire une installation et je l'ai présenté à ces femmes, enfin à celles qui sont encore vivantes. Maintenant, aujourd'hui, c'est des grands-mères, les choses ont changé, mais voilà, c'est des grands-mères ou les filles, les petites filles de ces femmes, pour leur montrer que effectivement, elles avaient réalisé quelque chose d'assez incroyable. Et justement, pour rejoindre ce que vous disiez sur un peu cet imaginaire et cette vision concrète de quelque chose qui était resté dans l'imaginaire. Il y avait une autre œuvre autour du tricot, mais je vais enchaîner très vite, je suis désolé. Là, vous avez une œuvre avec du corail. En fait, un jour, c'était en 2010, j'ai trouvé des coraux à Emmaüs. Moi, en fait, mon travail, il est vraiment basé sur faire le lien entre passé, présent et avenir. Et j'aime beaucoup chiner des matières, aller dans des usines en fermeture, des ateliers de savoir-faire qui ferment. Et j'ai trouvé ces coraux. Et j'étais fasciné en tant qu'artiste, déjà de manière complètement plastique, la beauté de ces formes. Et en plus, ces formes, elles ont une fonction, ce qui est assez dingue pour un artiste d'allier fonction et beauté. Et en fait, j'ai voulu d'abord les continuer comme si j'étais la nature, de me faire face à la nature et avec des analogies formelles de matière que les hommes produisent, de continuer ces coraux. Et à chaque fois, chaque nouvelle œuvre, j'apprenais plus sur le corail jusqu'à connaître assez bien le corail. Donc là, l'exemple que vous voyez, en fait, vous avez un morceau de squelette de corail qui est vrai et le reste, c'est des chevilles de chantier que j'ai accumulées. Et ça, c'était une exposition qui était au Palais Tokyo. L'idée, c'était d'envahir l'espace comme on pourrait envahir la nature. Et c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment un élément charnière de ce travail autour du corail. Donc j'ai fait toute une série d'œuvres autour de ce principe. Et c'était en 2017. J'ai été invité par une association qui s'appelle HS Projet et qui a créé un événement qui s'appelle le Festival international des textiles extraordinaires. C'est dur à dire, mais c'est un magnifique rassemblement. En fait, c'est des artistes du monde entier qui ont un lien justement avec le travail, les savoir-faire, les techniques, l'industrie. Et là, j'ai découvert en fait une dentelle dans cette région. Donc, à droite, vous avez la dentelle et à gauche, vous avez une des espèces de coraux que j'ai utilisées dans mes œuvres. Cette dentelle à droite, c'est une dentelle qu'on appelle au fuseau qui a été inventée au Puy-en-Velay. Et la dentelle à droite, c'est un motif, donc le motif traditionnel de cette technique qui s'appelle le point d'esprit. En fait, tout de suite, il m'a flashé quand je l'ai découvert. Je me suis dit, mais c'est fou la ressemblance avec les formes de cette espèce de corail. Alors après, c'est des formes symboliques du vivant. Le corail aussi, pour moi, c'est un symbole. Mais je savais à travers toutes les œuvres que j'avais créées autour du corail que le corail est en danger, et notamment au niveau de sa régénération à cause du réchauffement climatique, et que beaucoup de scientifiques voulaient inventer ce qu'on appelle un tuteur, un substrat, pour accélérer la régénération naturelle des récifs. Et ce substrat, ce tuteur, il devait avoir les critères de rugosité, souplesse et transparence. Et quand j'ai eu cette dentelle, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que tout le monde cherche un petit peu. Et en plus, l'avantage de la dentelle, c'est qu'elle est en fibre végétale, donc elle est biodégradable. Et je me suis lancé de cette aventure d'écrire des protocoles scientifiques, des protocoles de recherche, aussi inspiré par l'urgence créée par la disparition des coraux. Et donc j'ai créé le projet Corail Artefact. Alors j'ai une associée aussi dans le projet qui s'appelle Claire Durand-Ruel, qui est collectionneuse, qui a été aussi juriste. En fait, on a travaillé ensemble pour essayer de retravailler aussi le système de l'art. C'est-à-dire, ce projet, pour moi, c'est une vision totale, c'est-à-dire vraiment développer des solutions avec l'ensemble des domaines de la société. Donc j'ai développé 3 solutions. La première, c'est régénérer les barrières de corail. Donc tout naît de l'art. Je fais des œuvres, mais en même temps, je développe des matières et des techniques. Donc il y a la dentelle comme support, le premier élan du projet.
J'ai également aussi créé un béton entièrement écologique, parce qu'il y a des récifs qui sont en danger, ils n'arrivent pas à se régénérer assez vite, mais il y a aussi des récifs qui n'existent plus à cause de la pêche à la dynamite ou les activités humaines. Donc là, j'ai créé pareil des sculptures, mais qui ont un vrai impact. On peut recréer des récifs avec ces sculptures, et avec des matériaux sourcés localement et entièrement écologiques. Donc ça, c'est pour la partie vraiment solutions concrètes de régénération des récifs. Et ensuite, il y a des solutions qui sont peut-être moins directes, mais qui ont un impact énorme, comme par exemple travailler des œuvres contre le plastique, l'utilisation des plastiques. Donc je développe avec des collaborateurs des nouveaux matériaux, des biopolymères, et en même temps d'essayer d'en trouver des formes à la fois créatives et à la fois qui peuvent toucher au quotidien. Donc là, c'est plus des objets design, mais c'est toujours avec cette création artistique. Et la dernière partie, un peu le dernier volet du projet, c'est l'éducation. C'est une part extrêmement importante. C'est intervenir avec les œuvres, avec des expositions, mais aussi lors de conférences. Et aussi, j'ai développé des ateliers avec les enfants. On apprend aux enfants à la fois à tricoter et à tricoter des coraux, par exemple. Vraiment ce lien entre savoir-faire et enjeux contemporains, qui sont vraiment dans l'ADN de mon travail et qui sont pour moi une vraie solution d'avenir aussi. Sans l'éducation, on n'a pas de vrai changement. Voilà, pour ce balayage rapide. Merci, mais c'était la seule présentation en live. Il a couru derrière son timing. Mais alors, c'est très beau maintenant qu'on vous a tous entendus. Il me semble qu'il y a quand même deux questions, deux choses qui traversent tout ça. C'est quand même très frappant de voir que vous êtes artiste et vous montez un projet qui propose des solutions assez concrètes et qui s'appuie de manière très directe sur un travail scientifique, voire s'appuie en produit. Et vous, c'est-à-dire que vous êtes scientifique, vous êtes une scientifique, vous avez une formation scientifique, et à un moment donné, vous entrez dans cet endroit, on en parlait tout à l'heure, où vous avez la nécessité de produire du récit vous-même, alors qu'on peut s'imaginer que les deux étaient plus séparés. Sur cette question de la production du récit ou de l'imaginaire et de la question de l'objet, je vous ai entendu noter, je vous ai vu noter des choses quand Aurélien parlait. Cette question de l'enjeu du récit, comment elle se pose selon vous, même peut-être vous, Jean-Paul, parce que vous l'avez beaucoup dit, vous avez beaucoup travaillé, Jean-Paul, vous, sur le récit qu'on a aujourd'hui. Vous avez dynamité, vous faites partie de ceux qui avaient dynamité le mythe des Indo-Européens et de cette catégorie de gens qui auraient été à la pointe, qui auraient été nos ancêtres, qui auraient tous été blancs de peau. Et en fait, sur ce récit qu'est l'archéologie est un récit. Qu'est-ce que tout ce que vous avez entendu peut-être fait comme écho avec le travail de déminage que vous avez entrepris à un moment donné sur ça? C'est sûr qu'il faut toujours raconter des histoires, quel que soit le rapport à la réalité. Cela dit, moi, je suis un scientifique étroitement positiviste, donc je pense qu'il y a des preuves, des démonstrations, même si régulièrement on peut changer de ce qu'on appelle de paradigme, c'est-à-dire de point de vue sur le monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une tendance de la philosophie qu'on appelait le postmodernisme, qui consistait à dire que tout est point de vue, tout est question de point de vue et de là où on parle. Pour l'anthropologie, effectivement, qui a raison? Est-ce que c'est les anthropologues occidentaux ou est-ce que c'est les ethnies minoritaires dominées qui ont le point de vue le plus juste sur le monde? Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire dite d'indo-européen, c'est-à-dire que le fait que la plupart des langues de l'Europe appartiennent à la même famille et qu'on a appliqué dessus le modèle des langues romanes, c'est-à-dire que toutes les langues romanes, italien, français, roumain proviennent du latin du fait de l'invasion des conquêtes romaines et de l'extension de l'Empire romain. Bien de même, cette ressemblance entre toutes les langues de l'Europe, est-ce que ça vient d'un petit peuple conquérant parti quelque part et qui explique effectivement l'extraordinaire succès, mais qui se termine actuellement, des Européens qui ont conquis une grande partie de la planète, que ce soit l'Asie, avec l'avancée des Russes jusqu'au Pacifique, et évidemment les Amériques et une partie de l'Afrique, sans compter l'Australie et
l'Océanie. Donc est-ce que ce succès est dû comme ça à un peuple qui aurait des qualités particulières et qui serait plus intelligent que les autres, et une interprétation extrême qui a été celle du nazisme en parlant de peuple des seigneurs. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir que c'était pas si simple que ça, que c'était ce Big Bang à partir d'un territoire en fait était pas validé, et que quand on regarde les réalités, les civilisations n'arrêtent pas de se rebrasser les unes avec les autres, les langues tout autant, et que donc ce modèle invasionniste explosait, et qu'effectivement dans beaucoup de récits scientifiques, on tend maintenant à remplacer le modèle de l'arbre généalogique à partir d'un point unique et puis des branches qui se divisent par plutôt un modèle en buisson, en réseau. Ça a déjà été attiré, enfin l'attention a été attirée déjà par des philosophes comme Deleuze il y a un certain temps. Et pour prendre un autre exemple, on a abandonné, puisqu'on parlait de biologie tout à l'heure, l'idée de la progression du singe qui se redresse peu à peu et qui finit par l'homme blanc et barbu, par au contraire un buissonnement d'espèces, puisque tous ici dans cette salle, on a des morceaux de gènes des hommes de Néandertal, et même chose en Asie avec d'autres espèces humaines. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait dans cette histoire de récit, c'est-à-dire effectivement essayer de comprendre les soubassements de telle ou telle vision du monde, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique possible, du moins à un moment donné du temps. Alors déjà, ça convoque des motifs différents, le buisson versus l'arbre. Nastasia, peut-être sur ce que disait tout à l'heure Aurélien, sur la question de la fiction qui est associée à l'objet. En quoi ça fait écho? Enfin, ce que vous avez vu vous évoque quoi, au regard notamment de ce que vous avez entrepris de décrire, de ce qui s'est produit pour les populations avec lesquelles vous avez travaillé? C'est-à-dire à quel moment il y a des objets qui produisent un sens à un moment donné et qui n'en produisent plus? Oui, je vais répondre à la question, mais si je peux me permettre, je voudrais... Bien sûr. je voudrais répondre cette question du point de vue. En fait, je sais pas si je suis vraiment en accord avec cette vision-là, parce que je pense que tout le travail autour des anthropologues autour de ce qu'on a appelé le tournant ontologique, etc., c'était justement d'essayer en fait de sortir en fait de la question du point de vue et de dire que à un moment donné, lorsque des types de relations aux êtres qui peuplent le monde particulier créent des milieux écologiques particuliers. Et ce qui permet en fait de sortir, c'est-à-dire que en fait, si vous vous trouvez dans un milieu ou dans un monde animiste, c'est pas seulement le point de vue des humains qui est différent, c'est tout l'écosystème qui est différent. C'est de dire que en fait, d'avoir des relations type animiste avec des non-humains comme des animaux, des plantes, des rivières, etc., ça transforme à la fois les humains, mais aussi les êtres avec qui ils sont en relation. Et moi, ça me paraît vraiment intéressant. En fait, ça nous permet justement de sortir d'un regard très anthropocentré, très presque culturaliste, en fait, où en fait on est tout, bah oui, on est bloqué dans nos cultures respectives, mais la nature, elle, ne change pas. Et c'est justement ça, pour moi, la révolution de ce tournant ontologique, et qui nous permet en fait de penser différemment et de faire le type de travail que tu décrivais tout à l'heure. Si, tout à fait. Oui, c'est ça. Bon, je reviens là-dessus, mais alors du coup, ça vous en parlerez peut-être plus tard. Mais de manière concrète, puisque là on parle de design, on va revenir. On parle aussi, on est dans un forum du design, on s'intéresse au moment où on crée de l'objet, et notamment avec eux. Ça veut dire quoi concrètement? Là, vous enseignez dans une école de design, en tout cas vous allez enseigner dans une école de design. Comment est-ce qu'on peut décrire ce que, ontologiquement, ce que produisent des déplacements de la représentation, et comment est-ce qu'on peut le faire de manière peut-être à le penser avant la création de l'objet? Comment ça existe? Comment est-ce qu'on peut l'enseigner?
Déjà, il y a une chose que vous avez dit et puis qui résonne aussi avec les travaux. Alors, je ne sais plus de quel duo. Je vais vous dire lequel. Il s'agit de ceux qui parlaient de l'Arkea. L'Arkea, c'est donc déjà, Anna il y a une Dmitriou. chose, alors qui est vraie pas que pour le design, d'ailleurs, qui est vraie pour l'ingénierie. Ou moi, dans une vie passée, j'ai travaillé avec des gens d'Alstom et leur idée obsédante, c'était de faire le train le plus rapide du monde. Et quand on leur a mis des designers dans les pattes pour leur dire qu'en fait, il y avait des passagers. En fait, ça marchait pas. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a une dimension profondément anthropocentrique, en fait. Et c'est, je crois qu'il le disait aussi tout à l'heure, c'est pas la planète qu'on sauve, c'est l'humanité. Et une des premiers, justement, changements de regard, c'est de se dire que le design qu'on fait, il n'est pas simplement anthropocentré. Et donc, en fait, quand on produit, qu'on soit un objet, un dispositif, un service, un système, peu importe, en fait, il faut tenir compte de tous les acteurs qui sont imbriqués dans son réseau. Enfin, ça rejoint ce que vous venez de dire. Et donc, moi, je le dis un peu en rigolant à mes étudiants, mais c'est qu'est-ce qui se passe si on considère qu'une chaise, c'est un arbre comme les autres? Et à ce moment-là, du coup, d'où elle vient, comment la pousser. Et en plus, ça produit des contraintes techniques. C'est-à-dire que quand on choisit tel arbre ou telle partie d'arbre ou telle partie du tronc, etc., on ne fait pas les assemblages de la même manière, on n'a pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc, ce n'est pas totalement absurde non plus de tenir compte presque de la vie de l'arbre qui va donner une chaise. Et puis, en plus, si on arrache cet arbre, ça a des conséquences sur tout un tas d'autres êtres qui l'entourent. Et donc, le premier exercice, en quelque sorte, c'est ça. C'est de se dire, OK, moi, je fais un objet. Alors, ça peut être une voiture, ça peut être une chaise, ça peut être autre chose, peu importe. Mais d'essayer de le replacer, justement, ce que vous disiez aussi, dans son rhizome, en fait, dans son réseau de relations, qui sont pas simplement, je vais chez Ikea, je sors la chaise de chez Ikea, je la mets chez moi, je m'assieds dessus, et puis, est-ce qu'elle remplit sa fonction et son usage? Sa fonction et son usage, en fait, il dépasse le cadre simplement de la relation humaine qu'on entretient avec les objets. Ouais, alors c'est intéressant parce que donc là il y a deux questions. Il y a la question de la représentation et il y a la question, le titre de cette table ronde, c'est s'inspirer. Donc là on a des modèles où d'une part il y a la question de comment est-ce qu'on prend de la nature pour s'en inspirer et pour offrir des solutions qui sont pour nous, et comment est-ce qu'au moment où on crée des objets, on les pense du point de vue de la nature. Je pense que de ce point de vue-là, ce serait intéressant d'avoir une autre petit bout de nos amis anglais, toujours ce même duo d'ailleurs, Anna et Alex. Je crois que ce serait Anna et Alex qui ont travaillé chacun, et on va y revenir d'ailleurs Jean-Paul, mais chacun justement à deux endroits différents, la question de ce qu'on laisse comme trace nous et la question de comment est-ce qu'on copie, on s'inspire de la nature. Because both of you have different fields of research. You've been working, Alex, on digital preservation and, for example, maybe the traces we leave as human in technology and the way it dies. It's as let's say as fragile as we are. And you, Anna, on the other hand, you have been working also on maybe some mechanism that we use as human and nature, the parallelism between the two. Both of you work with non-human items, objects, presence. What kind of we were talking about the Archaea, but what kind of place and will those non-human items or being will have in the future, and how can we copy with how are you copying as artists with the idea that we mentioned that we are not alone as human on Earth? Well, I was doing a project with I was commissioned to do by the Amelia, which is a museum in Tunbridge Wells in England here. And they have a sort of very interesting and sort of, collection of everything from dinosaur bones to, these pantile sort of paving slabs that are all part of the local history. And I was commissioned to sort of look at this and work in a sort of digital angle. And I sort of created this piece called A Mirror for Remembering, which takes, we 3D scanned several of the items from the museum, including this iguanodon bone, which I then turned into this sort of bone temple in virtual reality.
because it's sort of speaking about how we have these objects that are out of context, and we infer everything about dinosaurs, and we have a fairly accurate idea, but we've never seen one, and we kind of think of history as this sort of story that's told by the objects that survive. Everything else is gone, and so when you apply that to the sort of digital arena, where we're now taking more photos than ever, we're now documenting everything, but it's completely sort of temporal and transitory, and if a major data server goes down, it's just all gone, it's all, or potentially, I mean, there's hopefully a lot of redundancy in the cloud, that's the promise, but the object itself, if you've just got data on a hard drive, it doesn't represent the data that's stored on it in any discernible way until you can actually process the data yourself. So if we dig up hard drives in the future, people will just be going, oh, we've got a lot of these things, but it doesn't really represent the culture that we are creating. Anna, on your own work and maybe the relationship it has to what Alex was explaining. Well, I mean, I'm interested in like patching and repairing bacteria, and like, can we use some of the technologies that we have today to repair this issue of antibiotic resistance? Because that's an existential threat to humans that we kind of don't understand very well, because what we've done is by overusing, whatever that means, antibiotics, we've kind of driven them to evolve towards becoming more antibiotic resistant. And so I did a project where I used CRISPR technology to edit out an antibiotic resistance gene and repair it with the phrase make, do and mend, which is a sort of wartime call to housewives to patch and repair things. And the image next to it is made with bacteria grown onto various pieces of silk, based on grown with people's different gut microbiomes, and the blue and pink bacteria are kind of different species trying to fight for kind of balance in these things. And sometimes you can see the blue bacteria, which is the Enterococcus, or the pink bacteria, the E. coli, they just take over, and that's because people have been taking a lot of antibiotics. So I think, like with the plants, like with the archaea, like with the bacteria, and the yeasts too, what we need to do is think about ourselves as part of a whole ecosystem, and the viruses, because we're full of bacteria, we're covered with yeasts, we're full of I think there are even archaea in the human gut they've found, and things like that, because they all get everywhere, and there are viruses infecting the bacteria, causing different things, and some of them beneficial to the bacteria that carry them. So I think it's high time that we stop thinking of ourselves as sort of this separate thing. We're full of them, we're whole ecosystems, and we're all interconnected, and all the bacteria are communicating with each other across our bodies and in our bodies as well, and with our cells and with plant cells and everything. So it's the interconnection, I think, is the most important thing. Le grand enthousiasme de Anna, qui, comme vous le voyez, est presque devenue une scientifique en réalité, parce qu'en plus, elle gouverne, elle préside toute une série de commissions. J'ai envie de vous poser à tous, d'ailleurs, cette même question que je leur ai posée à eux, c'est-à-dire, c'est quoi le statut qu'il faut mettre en place, ou en tout cas désirer, pour ces présences qui sont parfois des présences vivantes mais non humaines, qui sont parfois des présences chez les humains que dans le récit on a oublié, ce sur lequel travaille Anastasia, mais aussi pour ces présences d'objets, et notamment cette présence hyper étrange de la technologie qui est à la fois un outil, mais qui à la fois semble presque dans la fiction et dans ce qu'on se raconte, être une entité non humaine, non vivante, mais presque vivante et presque humaine en réalité. Alors peut-être, comment vous vous en servez, et d'où vous les regardez, et qu'est-ce qu'on peut désirer là-dessus? Peut-être tour de table sur cette question large. Oh, Anastasia. Non, mais dans ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce tournant ontologique et sur la manière de considérer, c'est-à-dire qu'il faut replacer quoi dans quel récit?
C'est-à-dire, est-ce que quand vous écrivez croire aux fauves, vous quand même vous arrivez, vous êtes anthropologue et vous dites que vous avez formé un tout à un moment donné, dans un moment très court de votre vie, il y a eu un nous, où dans ce nous, il y avait vous et un ours. Ça, quand vous faites ça, vous faites quoi finalement? Non, mais enfin, quand vous posez cette question, c'est extrêmement complexe. Ça pose la question des limites, c'est jusqu'où on va. C'est une vraie question, mais c'est une question pour la science et c'est une question pour l'existence en général. C'est où est-ce qu'on met la limite? Par exemple, si on prend le terme très en vogue à l'heure actuelle de vivant, voilà, on va jusqu'où? Ouais. C'est-à-dire, du coup, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête aux animaux? Ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on prolonge vers des entités a priori inanimées type rivière? Oui, pardon, avant il y avait la flore. Ensuite, est-ce qu'on va jusque rivière, glacier, etc. Et pourquoi pas jusqu'aux objets? Et ça, je veux dire, là, c'est un chantier. C'est vraiment une question, je pense qu'on est beaucoup à se poser. Personne n'a vraiment trouvé la solution. Et d'ailleurs, c'est pas dit qu'il y en ait une, mais c'est plutôt d'essayer de travailler justement aux zones frontières où on peut saisir quelque chose de ces entités dans justement des relations interspécifiques, que ce soit entre des humains et des animaux, entre des humains et des plantes, des humains et des glaciers, etc., etc. Que dans cette zone frontière, où à un moment donné, il y a un dialogue qui est possible, mais qui est uniquement temporaire, ce qui se crée ou pas, ça doit nous aider à formaliser cette question de la limite, parce qu'on a besoin de limites. De fait, c'est super son enthousiasme, mais il y a un moment, on ne peut pas vivre comme ça. On est tous interconnectés, c'est génial. Enfin, ça, en anthropologie, ça s'appelle le temps du mythe. Et c'est le moment avant la spéciation et c'est tout simplement invivable. C'est-à-dire, c'est justement pour ça qu'à un moment donné, il y a eu la spéciation et qu'il y a eu des espèces avec des corps différents, des dispositions corporelles qui sont nées et qu'à un moment donné, on n'a plus été capable de tous se comprendre. Et ce moment-là, il est vraiment important, de distinction, en fait. C'est ça qui est à la base de juste de la diversité, en fait. Donc, je ne sais pas qui répond. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc, de toute façon, on est incapable de se représenter tout ce qu'il est possible, ce qu'il serait possible intuitivement de se représenter. Jérémy ? Ouais, moi, ce que je ressens par rapport à ta question, c'est peut-être ce qu'il y a en amont. Pour moi, c'est le sens. C'est-à-dire ce que j'éprouve tous les jours en allant dans des usines qui ferment, en allant dans des ateliers d'artisans, en observant la nature, etc. Pour moi, c'est cette question du sens. Et peu importe que ce soit de la nouvelle technologie, que ce soit de l'observation de la nature, c'est le sens de la personne qui va étudier, qui va mettre ça en œuvre. Et j'ai l'impression que c'est ça la question fondamentale derrière, c'est pourquoi on se lève le matin, pourquoi on choisit de faire ça, pourquoi on choisit nos spécificités, nos domaines. C'est parce que je pense que chacun aussi, on est réunis par cette idée que quand on se lève le matin, on a choisi l'activité qui allait nous mener le plus, qui allait nous faire le plus nous lever. Et nous, on a cette capacité en tant qu'être humain, ce don, capacité, plaie, tout ce qu'on veut, mais de se poser la question du sens, contrairement à la nature ou à une intelligence artificielle qui, elle, n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'il y a toujours un être humain derrière qui va lui donner une intention. Et pour moi, cette question du sens, elle est primordiale. On n'imagine pas quelqu'un qui aurait l'usage parfait de ses jambes et de ses mains, qui passe sa vie allongée et qui ne veut pas bouger. Nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on a notre conscience, on a cette réflexion. Et là, au moment du Covid, où il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre leur boulot en stand-by, que ce soit dans des usines, etc., moi, je travaille beaucoup avec des ouvriers, par exemple, et qui ont eu le luxe, enfin, de se poser la question du sens de leur emploi, par exemple, que ce soit des questions d'écologie, par exemple, de se dire, j'ai bossé avec des boîtes qui font du ciment, justement, pour essayer d'aller ailleurs. Ils se disent, mais ils se sont rendus compte, ok, je suis en train de détruire la planète juste pour nourrir mes enfants. Même si, d'avoir cette perspective-là. Et je pense que la question du sens, pour moi, elle est presque fondamentale, et c'est ça qui nous porte. On ne peut pas avoir, comme vous le disiez, d'objectivité parfaite. On ne peut juste que s'interroger sur notre propre sens. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant dans mon travail. C'est ça, c'est de se dire, j'ai ce luxe. Moi, je considère vraiment que c'est un luxe en tant qu'artiste. J'ai pas d'employé, j'ai pas d'enfant non plus aussi. J'ai cette liberté-là de dire, ok, je peux aller jusqu'au bout dans le sens où moi, alors j'ai un fonctionnement peut-être un peu particulier, mais je me dis,
Je peux pas juste dénoncer, par exemple, dans une œuvre qui dit ah oui, la planète elle meurt, oui c'est pas bien ce qui se passe et tout ça, sans proposer, sans créer. Ça, pour moi, c'est mon sens. Et j'ai eu cette interrogation de me dire quel est le sens de ma pratique. Et je me dis, et l'absence de sens, elle tue. On le voit quand les gens ne se posent pas la question du sens, ça tue. Et c'est la même chose avec n'importe quelle innovation technique. En fait, quelque part, je dirais presque qu'on s'en fiche de ce qu'on utilise, de ce qu'on observe, etc., tant qu'on sait pourquoi. Et ça paraît bête, ça paraît peut-être un peu simpliste. Je n'ai pas fait de thèse là-dessus, mais c'est vraiment un sentiment de se dire que, voilà, juste en se posant la question du sens, ça résout énormément de problèmes. Cette peur de la technologie, cette peur de la nature, ou cette peur du dépassement de la nature, de la fin de l'espèce, etc. Si on sait pourquoi on se lève le matin et qu'on identifie un peu ce sens au quotidien, au jour le jour, je pense qu'il y a beaucoup de débats comme ça, un peu philosophiques, qui n'ont presque plus lieu d'être, parce qu'on se fait confiance, en fait, par rapport à ce sentiment-là. Et voilà, cette quête, elle est tous les matins, tous les jours, de se dire, OK, cette journée-là, elle est faite pourquoi j'ai choisi ça, quoi. Et cette passion, et je pense que tout le monde en est réuni par des passions, et voilà, et de savoir pourquoi cette passion, elle est là, et de la mener jusqu'au bout tous les jours, je pense que ça résout beaucoup de questionnements, parfois, des fois, méta-philosophiques. Mais alors, en plus, j'imagine que ça en résout, mais ça en ouvre. Aurélien, sur ce que disait sur son œuvre, sur l'œuvre d'Alex, je ne sais pas ce que ça vous inspire, et notamment aussi Jean-Paul, moi ça m'intriguerait de savoir ce que ça vous inspire, le travail d'Alex sur cette question de, tout simplement de l'objet qui est le disque dur, et donc justement le fait que l'objet disque dur rassemble pour le coup toute une série de choses du sens, tel qu'on est en train d'en produire aujourd'hui, et pourtant n'aura probablement pas grand sens pour des gens qui le trouveraient ou le trouveront dans 1 million d'années. Qu'est-ce que ça raconte, ça, pour vous? Qu'est-ce que ça dit aussi, peut-être, des... Déjà, sur les objets technologiques, alors on dit toujours de nouvelles technologies, alors qu'ils ont presque 40 ans ou même plus maintenant, mais je sais pas, moi, par exemple, j'ai souvent des comportements outranciers avec mon ordinateur quand il marche pas, ou mon imprimante quand elle marche pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est technologique qu'on a un rapport technologique à l'objet. Et d'ailleurs, la plupart des objets qu'on a, qui développent ce genre de techniques, ils sont construits de plus en plus pour nous cacher la dimension technique qui est à l'intérieur d'eux. Donc on les prend par un autre biais, quoi. Voilà, enfin je sais pas, j'imagine que tout le monde a déjà eu un problème d'imprimante, la brancher, débrancher, allumer, éteinte, etc. sans vraiment savoir ni pourquoi ni comment, mais presque un peu de façon rituelle, quoi. À un moment ça marche, on sait pas très bien pourquoi, mais on le fait quand même parce que la dernière fois ça a marché, quoi. Il y a un truc un peu comme chez Hume, l'idée que la causalité c'est une habitude. Donc ça c'est le premier point. Et après sur la question du sens à plus ou moins long terme, je rebondis sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est un peu, le designer, il peut être aussi un peu dans une posture, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais d'archéologue. C'est-à-dire que l'archéologue, il trouve un objet, il ne sait pas forcément à quoi il sert, il ne sait pas dans quel système, écosystème, environnement technique il a été produit, et il doit reconstruire en fait le monde qui est autour de cet objet pour lui donner un sens. Et le designer, on lui demande de faire l'inverse souvent. C'est-à-dire, on lui dit, il y a telle représentation du monde, il y a tel usage, il y a telle fonction, il y a tel public, et il faut que l'objet il rencontre ces dimensions-là. Et moi, mon idée, c'est qu'en fait, le designer, il peut choisir de le faire dans l'autre sens aussi. Il peut choisir de re-questionner les acteurs, les représentations, etc., etc. Et donc de se mettre un peu dans la posture de l'archéologue en toute humilité. Et de l'archéologue dans le sens au moment de la création. Ça vous a inspiré quoi, Jean-Paul, ça, cette histoire de disque dur, mais très concrètement, qu'est-ce que ça raconte aussi sur votre métier? Et puis peut-être, on va revenir sur cette question, la limite qui me taraude un petit peu. Parce que là, on est censé être interrogé ça, mais ce travail justement sur l'objet, les objets qui resteront de cette ère qu'on est en train de vivre. C'est vrai que plus on est éloigné du mode de fonctionnement d'un objet, quand on a inventé l'arc il y a 20 000 ans, on savait quand il marchait pas. Là, on a effectivement la plupart du temps un rapport magique avec la plupart de nos objets techniques dans un contexte où on a créé de plus en plus d'objets.
Il y a 60 000 ans, on a inventé l'embarcation, 40 000 ans les dessins, 20 000 ans l'arc et le propulseur, donc c'était assez lent. Mais à partir du néolithique, on a été lancé dans une course à la production d'objets, à la fois parce qu'il a fallu nourrir de plus en plus de monde sur une planète finie, donc la charrue, la roue, les engrais, le moteur, les pesticides, et puis aussi au fur et à mesure que la société s'est différenciée, toutes sortes d'objets pour marquer les objets de prestige qui servent à rien, quand on s'est mis à faire effectivement des voitures de plus en plus monstrueuses, l'or, etc. etc. Mais par ailleurs, pour revenir au disque dur, si jamais il y a une catastrophe planétaire, Total. eh bien, il restera plus que les pierres tombales, hein, en gros, comme témoignage. Sur les objets, je fais juste une parenthèse, mais quand on comprend pas ce qu'est un objet, en général, le proverbe archéologique dit qu'on dit que c'est rituel. Hein. Voilà. Donc Ah, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est une voilà, question. voilà. On dit que c'est rituel quand on ne sait pas à quoi ça Ouais, sert. voilà, c'est ça. Mais en général, ça, c'est plutôt les mauvais archéologues. Les bons archéologues arrivent à savoir, par toutes sortes d'analyses, à savoir à quoi ça sert. Et sinon, dans le rapport au vivant, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec nos deux collègues artistes pour dire que le problème, c'est pas celui de la Terre, parce qu'elle tournera, enfin, elle tournera pas indéfiniment, parce que dans 5 milliards d'années, le Soleil s'éteint. Il faudra pas l'oublier non plus. On a un petit peu le temps. Par ailleurs, la Terre est marquée par des alternances de glaciation et d'interglaciaires. Le dernier interglaciaire a duré il y a 15 000 ans, donc actuellement, dans 3-4 000 ans, il y aura de nouveau 3 km de glace où on est. Donc il ne faut pas s'inquiéter non plus sur le réchauffement climatique. Et effectivement, l'humanité, elle existe que depuis 7 millions d'années et la vie depuis 3 milliards. Donc l'humanité elle se terminera certainement un jour. Néanmoins, Sapiens, en tant qu'espèce invasive, est extraordinairement adaptatif. C'est une espèce africaine qui arrive à vivre dans le Grand Nord. Donc, effectivement, le réchauffement actuel, il y aura certainement des millions de morts. Le Bangladesh et la Camargue disparaissent, mais on met la Sibérie en culture. Donc, je ne suis pas inquiet, néanmoins, dans l'immédiat, pour l'Homo sapiens comme espèce invasive. Sur le long terme, effectivement, c'est pas très important, quoi. La Sibérie en culture, j'adore cette image. Jérémy. Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'objet. Moi, je me dis, si on prend l'exemple de la nature, on laisse un objet dans la nature, il va être quoi ? Il va être colonisé. Il va être, la nature va s'en emparer. Et moi, j'aime bien cette idée aussi qu'on puisse. Pour moi, c'est un peu la meilleure façon de sauvegarder les objets. C'est pas forcément sauvegarder l'usage, mais l'objet lui-même. C'est si on le réinterprète, si on le remet en jeu, il sera là. Et on peut transmettre. C'est cette idée de transmission. C'est-à-dire, si on prend un objet cassé et on en fait quelque chose d'autre, la première question, c'est « Ah, c'était quoi avant ?» Donc, dans cette idée de transmission, il y a ça. Et ce que je trouve très beau dans un objet, si on reprend un objet usuel, une table par exemple, une table sur laquelle on ne peut plus manger ou qui ne remplit plus sa fonction, pour moi c'est un rêve en tant qu'artiste parce que ça devient un espace complètement hétérotopique, ça devient une scène de théâtre en fait. Un objet sans fonction, mais du coup il a toutes les fonctions du monde et on l'invente. Et du coup c'est vrai que cette notion-là, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et qu'on voit peut-être des fois à l'inverse. On voit la tristesse d'un objet cassé, etc. Alors que des fois ça peut être un champ complet, ouvert et libéré un peu de toute contingence justement de préservation. Et pour moi, la meilleure préservation, si on s'inspire de la nature, c'est le réemploi et c'est le remettre dans la vie, justement. Alors justement, on termine avec un dernier extrait de notre dernier duo de Britanniques avant de faire une dernière et puis de revenir sur la notion de limite et qui revient sur la question de la fiction qui est assez centrale, je pense. Donc là, on est avec Boredom Research. And this is in the Biodesign Institute in the USA. This type of collaboration is not as frequent here in France. Can you elaborate, for example, on the way you are working with the scientists? As you said, sometimes what they bring to you is really very abstract. Yeah, for sure.
Yeah, because this collaboration happened. It was a long-term collaboration, and it started in 2018. They have a scientific research curator there, which is fantastic. And she invited us to spend time in two labs there. So in the lab of Carlo Meli, who his work is centered on computer modeling of cancer, and then also in another lab as well, Athena Actopus's lab, who she looks at cancer through the lens of psychology. So we were really lucky to be able to work across these two labs. And that's when we met Dr. Angelo Fortunato, who is developing new model organisms to study cancer. And we found Angelo really, really interesting because he had two PhDs. He had a background both in biomedical science and in ecology. And this gave him a very kind of quite an unusual perspective on the topic that he was working on. And we spent quite a lot of time shadowing him in his kind of daily work in practice to understand more about his motivations and his kind of practices and really kind of the subject that he was working with, the materials that he was working with. And this led to us working with him together to invent an imaginary model organism that was kind of built on some of his intuitions. So we started building a virtual model organism in 3D. So you can see it here on the screen, called a chemozoa. And we built this within a game engine. But as we were developing it, each time we had a question about how this organism would work, we just arranged an interview with a scientist who worked in that specialist area, because we had this whole breadth of different scientists that we could contact. And this led to a really quite a complex organism with a life cycle that involved consuming toxic algae so that it could manage its cancerous situation. So although these were kind of fictions, they were very much kind of fictions that were invented around the research and the truths and things that could genuinely exist. Very great many. So we're just playing now a short trailer from this work, but also the accompanying documentary that kind of runs alongside this work as well. So I think one vision of the future is that everybody will get cancer at some point in their lives, but you'll just live with it. And so it'll just be a normal part of a stage of life. Angelo has managed to cultivate some amazing organisms in the lab. They're simple multicellularity. They don't have as many tissues as we do. One thing we think about is evolution as a great problem solver, and then can we translate that into doing better cancer prevention in humans? Why these animals, they are not developing cancer, and that they have something that we don't know. A song made of a million frail voices united in a search. So this work is presented as a 3-channel video installation that combines computer simulation, filmed environments, and a kind of a voiceover narration that kind of translates the science into a more poetic and non-technical form. And it was really interesting because as a process, we found that this process really kind of allowed the scientists to express their ideas in a way that normally isn't open to them. That the way they normally publish their kind of publish their work is quite restraining in a way, and it granted a lot more freedoms to the way that they could explore and express some of the things that they were working on. Wonderful. Voilà, alors c'était un dernier bout, je voulais qu'on entende ça parce que c'est quand même intéressant de regarder d'une part qu'il y a quelque chose de libératoire pour des scientifiques à travailler avec des artistes sur la manière dont ils peuvent exprimer les choses, mais dont aussi ces artistes ont comme idée et principe de partir sur un organisme qui effectivement est fictionnel. Et donc en fait, à partir du moment où on imagine que c'est une fiction, il va falloir imaginer qu'il a des caractéristiques qu'il n'a en réalité pas. Peut-être
pour clore, avant que les gens qui sont dans cette salle et qui ont tenu avec beaucoup réagi puissent vous poser des questions. Cette question de la fiction et cette question de la limite, vous le disiez Anastasia, tout à l'heure vous disiez qu'il nous faut des limites pour imaginer et pour penser nos vies. Justement, où est-ce qu'on peut les vivre et pourquoi est-ce que vous aussi, d'une certaine manière, vous franchissez la limite de ce qu'est normalement théoriquement votre pratique d'ethnographe. Là, vous parlez de la littérature ? Oui, c'était une double question avec cette thématique commune. Bravo pour les acrobaties. Non, je ne sais pas si... là, pour le coup, je ne sais pas si vraiment on peut dire que je franchis une limite. C'est plutôt, encore une fois, de diversifier le mode de restitution et en fait de passer par quelque chose. Ce qui est beau en fait dans la mise en récit et dans les histoires, on peut faire deux choses quand on est scientifique. Bien sûr, je grossis le trait. Soit on fait de la vulgarisation scientifique, donc on simplifie une terminologie qui est par essence compliquée et réservée aux spécialistes et on la rend accessible à plus de monde. Soit on ne simplifie pas, mais on écrit vraiment différemment en se servant de l'outil littérature pour produire, en imaginant que peut-être que les mots, sans avoir été réduits, mais en ayant été choisis avec attention et finesse, pourront résonner chez des personnes qui vont vous lire, qui n'ont pas le même bagage universitaire, qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, mais qui ont des expériences pas similaires, mais qui en tout cas peuvent résonner avec ce que vous apportez. Et à ce moment-là, la littérature en fait devient un vrai outil politique parce que ça permet de transmettre parfois des idées, des concepts qui sont très complexes sans les simplifier en fait, en passant par un autre canal. Et ça me semble une pratique vraiment intéressante et dont il faudrait se ressaisir. Aurélien, mais peut-être là-dessus, parce que c'est la question, c'était l'inspiration, s'inspirer ou travailler. En fait, au fond, il y a quelque chose, vous l'avez dit 2 fois, le mot politique, mais il y a quelque chose de politique au sens premier mot, la racine, c'est la vie dans la cité, dans cet impératif de récit, de représentation et de fiction. Oui. On peut pas dire non. Mais déjà sur les fictions, si je me permets, déjà faudrait. C'est qu'est-ce qui est la fiction, qu'est-ce qui est la réalité. Moi, quand je faisais mon travail de thèse, j'ai interviewé de nombreux joueurs de jeux vidéo, notamment de World of Warcraft. Et dans World of Warcraft, il y a des pratiques étranges comme se marier avec d'autres joueurs, faire des enterrements, enfin faire des choses in real life, comme disent les gamers, mais dans les mondes virtuels. Alors effectivement, le mariage a lieu dans World of Warcraft, mais une des femmes qui me racontait justement cet épisode-là, à un moment, elle s'est séparée du joueur avec qui elle était, alors que dans la in real life, elle avait un mari, des enfants, enfin un travail, voilà. Mais elle me le racontait vraiment comme une rupture amoureuse, voilà, avec des sanglots dans la voix et des larmes qui montaient au visage. Et du coup, où est la réalité, où est la fiction ? C'est-à-dire, ce qui est réel, c'est la peine amoureuse. C'est le sentiment, c'est la relation qu'elle a vécue, même si ça passe par une interface numérique. Et donc, c'est toujours compliqué sur ce truc de la limite. Alors, c'est peut-être un truc de philosophe de se dire, bon, après tout, on peut suspendre cette question. Enfin, c'est ce qu'ont fait, par exemple, les phénoménologues, comme Husserl. Voilà, il suspend la question, il dit, bah voilà, au départ, on ne sait pas. Et justement, je pense que de suspendre la question de ce qui est fictionnel, de ce qui est réel, ça permet de faire dialoguer des représentations du monde qui sont sur des plans différents. Et si j'ai bonne mémoire, c'est à la fin du premier chapitre des âmes sauvages, il y a justement un moment où vous parlez de la rencontre entre alors je voudrais pas écorcher le nom, mais les Gwishin et puis ceux qui viennent là exploiter les ressources, en posant la question de il y en a qui ont une représentation de cet environnement comme ressource à exploiter et d'autres qui ont des représentations de cet environnement comme lieu de vie.
Enfin, je simplifie. Mais du coup, ces deux représentations, elles coexistent, mais comment font-elles pour se rencontrer ? Et la fiction, c'est un moyen aussi politique, justement, ici, pour créer une sorte de zone intermédiaire de traduction entre ces deux réalités-là. Donc, c'est pas simplement... le roman au sens divertissant du terme, même si en vous écoutant tous, je pensais à alors je vais déformer ses propos, mais Guattari dans l'inconscient machinique, à un moment il parle de la recherche du temps perdu, et il dit quelque chose comme ça, les littérateurs n'ont pas encore compris qu'en fait la recherche du temps perdu c'est une œuvre scientifique. Et le travail de précision des mots, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire bien choisir les mots pour qu'ils résonnent avec des expériences analogues ou juste à côté, alors c'est pas scientifique au sens de la preuve et au sens positiviste peut-être, mais c'est un travail de recherche pour coller à une réalité. Au même titre que la dame qui me racontait qu'elle s'était séparée du joueur, elle trouvait les mots pour me dire sa peine, quoi. Voilà. Et je pense que ça a toujours été un travail pour les chercheurs de toutes les disciplines de trouver les mots pour dire les choses. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, ça me frappe en voyant ce que vous faites, par exemple, Jérémy, et je veux bien votre avis à tout ça tous les deux, quand vous remarquez que la dentelle et le corail sont très similaires. Il y a quand même un truc assez étrange, c'est que au moment de la Renaissance, au moment où on devient très anthropocentré, les artistes sont aussi des scientifiques et les scientifiques sont aussi des artistes. Et les deux se basent sur la fédération. La plupart des grands scientifiques sont aussi de grands artistes et inversement. Et c'est pile au moment où on arrive à ce moment théoriquement d'acmé et où on devient très anthropocentré avec l'homocentre, qu'on perd le lien entre les deux. Comment est-ce que vous imaginez qu'on peut le retrouver, ce lien ? Et comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que ce moment-là soit le moment où on décroche en fait sur l'observation ? Enfin, en tout cas, ces deux disciplines se séparent et donc n'évoluent pas aussi dans les mêmes imaginaires. À un moment donné, c'est ça que vous faites. Toi, tu renoues avec des imaginaires qui sont des imaginaires qui recroisent celui de la science. Comment est-ce qu'on peut faire pour restaurer cet espace de dialogue ? Moi, au quotidien, comment je le vis, c'est de... En fait, c'est de se faire confiance et de mettre de côté un peu tous les systématismes qui ont été mis en place pour donner de la valeur à un projet créatif, qu'il soit artistique ou scientifique. C'est-à-dire que on a tous les deux des problèmes, les artistes et les scientifiques. Les scientifiques, ils ont besoin de la reconnaissance des publications, ils ont besoin de la reconnaissance de leur milieu pour évoluer et aussi trouver des financements. Et là, on se rejoint avec les artistes parce qu'on a besoin de financement aussi. Et nous, en fait, on a besoin de la reconnaissance du public par rapport à notre travail. Et en fait, c'est là où il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que en tant qu'artiste, c'est très difficile d'avoir une légitimité scientifique. Et en tant que scientifique, c'est difficile d'avoir l'inverse. Moi, je le vois, par exemple, c'est moi qui écris les protocoles scientifiques. C'est moi qui fais les premières rédactions des dépôts de brevets, etc. Et ça, c'était vraiment un point d'honneur pour moi de dire, non, je ne suis pas là pour illustrer de la science. Je fais partie du mouvement de science comme les scientifiques peuvent faire partie du mouvement art, parce qu'en fait, on crée. Et après, c'est vrai qu'il y a des contraintes, c'est-à-dire que c'est compliqué en tant qu'artiste de pouvoir déposer un brevet, par exemple. Rien que ça. Mais juste par la signature. Et ça serait, inversement, je pense que le Palais de Tokyo, ce serait compliqué de confier un solo show à un scientifique qui n'a jamais prouvé les choses. Donc c'est juste une question mentale et sociétale, et je pense que la seule clé, en fait, c'est de prouver. Et ça, moi, par exemple, c'est 50% du travail, c'est ça. Et ça passe par le langage. C'est exactement comme tu le disais. Ça passe par apprendre le langage scientifique en tant qu'artiste et d'appuyer là où il y a du commun et il y a du sens. Par exemple, on parle de littérature en sciences. C'est pas anodin. Enfin, je veux dire, c'est une relation amour-haine, mais qui est plus basée sur l'amour que la haine au fond. Et après, il y a la société qui bloque un peu les choses. Donc, je pense que c'est ce rapport-là. Et dans tous les cas, comme tu le disais, on est les mêmes. Alors, il y a différentes branches dans la science comme dans l'art, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des données existantes qu'on va réunir de manière innovante pour créer quelque chose. Et à partir de là, que ces données-là soient des termes scientifiques ou des termes sensibles, voilà, il y a de la sensibilité derrière. Moi, je dirais, c'est juste, encore une fois, on s'est retranché derrière des murs,
mais en même temps, ces murs, on peut tout à fait les abattre par le travail. Et moi, je pense que c'est vraiment cette notion de travail qui rassure tout le monde. Un bon scientifique qui travaille, un bon artiste qui travaille, pour le grand public, voilà, c'est cette notion de travail et d'investissement et du langage commun qui permet pour moi de bouger un peu les lignes entre les domaines, quoi. Alors, c'est complètement fou, mais ça fait déjà 1h47 que nous sommes ensemble et nous devons quitter cette salle dans 10 minutes. Vous êtes 10, 12, un peu plus large. Est-ce que parmi les patients auditeurs qui étaient là, il y en a qui ont envie de poser des questions à des gens qui sont avec nous, à tous ceux qui sont avec nous sur scène? Oui, non? Un dernier bout. Il y a des lingettes. Je sais que vous êtes masqués, que c'est compliqué. Oui, non? Est-ce que quelqu'un veut se saisir de ce petit micro? Ou est-ce que nous profitons? Ah, il y a. Ah non? C'est vrai, vous allez passer? Alors, je ne sais pas si on n'a pas été intimidant avec toutes ces problématiques qui sont extrêmement riches et foisonnantes. Ou bien tout le monde est convaincu. Ou bien tout le monde est convaincu. Bon, si tout le monde est convaincu, tout le monde a probablement les deux. C'est probablement tout à fait vrai des deux. Si ça n'est pas le cas, il semblerait que peut-être quelqu'un s'avance. Vous avancez-vous, monsieur? Non, pas du tout. C'est la fin. Bon, je pense que, voilà, à part si... Ah, bah, si. Bah voilà, il y a un micro par là-bas. Je vous donne le mien, parce que je suis sympa. Merci beaucoup pour vos présentations et toutes ces hypothèses et voilà, paroles synthétiques sur des questions très vastes, etc. Moi, j'ai l'impression que ce que vous avez tous et toutes en commun, c'est que vous pointez, vous essayez de nous faire voir d'autres vies qui aident à mieux travailler ce moment compliqué qui est celui de notre contemporanéité. Vous avez dit, ça renforce les imaginaires. Vous avez dit, ça ouvre des possibilités, ça permet de faire des comparaisons, ça permet de relativiser, on voit que c'est comme un équipement, un outillage qui nous serait proposé pour une action. Ce que vous n'avez pas dit encore, et ça serait ça ma question, c'est quelle action? Quelle action? Et là, on arrive à ce qui a été dit sans être dit, des objectifs plus politiques, puisque si vous avez parlé, Nastasia Martin, de ce moment d'indifférenciation du mythe vers lequel on aurait une sorte d'envie de retourner, c'est-à-dire de retourner à la soupe primitive où tout le monde serait pris dans un même écosystème sans limite, etc. Si on veut revenir à un moment où tous les Legos sont démontés, c'est bien parce qu'on a envie de remonter autrement le monde et la société, ou quelque chose comme ça. Donc c'est voilà voilà. Je vous remercie pour cette question que moi, théoriquement, je n'ai pas tout à fait le droit de poser parce que j'ai essayé de les corneriser, mais je trouve que c'est magnifique. Si vous pouviez tous répondre à cette question sur la politique pour clore. Oui, déjà, c'est une réponse qui est à la fois une blague et pas une blague, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Michael Bakhtin, qui est un théoricien de la littérature, qui a travaillé notamment sur François Rabelais. Et en parlant de François Rabelais, il explique le passage du Moyen-Âge à la Renaissance par l'intermédiaire du carnaval. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, vrai ou pas vrai, encore une fois, je ne me situe pas à ce niveau-là, mais son explication m'intéresse. Il dit que le carnaval, c'est le moment où la société féodale a fait l'expérience qu'elle pouvait vivre autrement que sous un régime féodal. Et que c'est finalement la première étape pour changer de modèle politique, c'est d'abord de se dire, en fait, on peut faire autrement. Et ce que vous venez de synthétiser de nos propos, j'ai le sentiment que c'est un peu ça aussi, en tout cas, moi, ma dimension politique dans mon propos, elle se situe là. C'est carnaval au sens de, déjà, il faut comprendre qu'en fait, il y a des gens qui ne vivent pas comme nous et que si on veut, on peut du coup déplacer nos modes de vie vers d'autres choses. Alors, on n'est pas obligé de devenir des chamans ou je ne sais trop quoi d'autre. Il y a un historien, Carlo Ginzburg, qui montrait par exemple que au-delà des modèles dominants qui étaient ceux du christianisme, en fait, des fois, il y a des choses qui restent souterraines
et qui, quand on fouille dans les procès de l'Inquisition, on voit qu'il y a des gens qui vivaient de façon différente. Et sur la question des objets, moi, par exemple, je rebondis sur ce que tu disais, je pense qu'on a tous des pratiques avec des objets qui nous ont été transmis, avec des objets qui ont une importance particulière ou qui reflètent un statut social, comme l'automobile. En fait, on a tous des comportements qui ne sont justement pas des comportements d'ontologie moderne. Enfin, il faudrait expliquer tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a, en fait, dans nos propres cultures, on a des éléments pour répondre aux problèmes contemporains et déplacer notre rapport aux objets. Moi, je suis toujours étonné quand on parle de l'environnement. L'objet, c'est le problème, mais on s'y intéresse jamais vraiment. Il faudrait ou le supprimer, ou en faire moins, ou le réemployer, ou etc. Et je pense que la première question à se poser, c'est quelle relation on a avec eux et comment, du coup, on la revalorise, on la repositionne. Voilà, on peut trouver plein d'adjectifs après, si on veut. Voilà. Je pense effectivement dans ma discipline s'interroger sur pourquoi les sociétés sont devenues inégalitaires, mais pourquoi elles ne sont pas toutes inégalitaires, c'est effectivement profondément politique. Et j'en veux pour preuve le fait qu'en 2008, il y avait un arrêté ministériel qui faisait qu'il n'y avait plus de préhistoire du tout dans l'enseignement secondaire, et il était précisé, on commence avec les grandes civilisations. Ce qui voulait dire que ça allait de soi, l'État, les rois, le clergé, les panthéons hiérarchisés, voire les monothéismes, on commence l'histoire avec ça. Avant, il n'y a rien. On a été plusieurs à essayer d'aller contre, et on a remis un petit peu en classe de 6e justement le néolithique, etc. Les débats autour il y a plusieurs bifurcations possibles. C'est pas une espèce de nécessité là où on vit. C'est pas, on peut pas dire il n'y a pas d'alternative, comme disait la regrettée Margaret Thatcher. Tout ça, c'est effectivement la réflexion pour le passé. C'est pas juste réfléchir, s'extasier dans des silex poussiéreux dans des vitrines. C'est effectivement réfléchir sur comment changent les civilisations. Et la grande question de la Boétie au XVIe siècle, pourquoi est-ce qu'on est la majorité? On est la majorité, pourquoi est-ce qu'on obéit à ce qu'il appelait le tyran, qui est quand même une vaste question, à laquelle, celle de la servitude volontaire, comme il disait, à laquelle on n'a toujours pas complètement répondu. Voilà. Pas du tout répondu, je suis d'accord. Merci pour cette question. Et en tout cas, les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent aux questions de l'écologie et notamment de la crise climatique, voilà, on va dans des colloques, on fait des conférences, etc. Et il y a toujours cette question à la fin qui vient et qui dit, et du coup, c'est quoi la solution et vous faites quoi? Et la réponse à minima des gens qui veulent pas trop s'embêter et qui veulent rester sur leur quant à soi, c'est non, mais moi je suis là pour clarifier les problèmes. Donc, depuis ma discipline, je clarifie les problèmes, mais je n'ai pas, c'est pas mon job d'apporter des solutions. En fait, j'apporte des éclairages sur des problématiques particulières. Moi, je trouve que bon, enfin, je serais tentée de me cacher aussi derrière ça, mais je pense qu'on peut quand même être un petit peu plus généreux. Du point de vue de l'anthropologie, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Et moi, c'est vrai que, enfin, tout mon travail, c'est vraiment de dire, y a des gens qui sont aux avant-postes à la fois de la crise climatique et des violences entraînées par l'histoire coloniale et par les conditions de production de la modernité.
industrielle. Et ces gens-là, en fait, ils sont déjà une forme de réflexivité sur cette double crise, on peut dire, et ils sont déjà en train d'y répondre à leur manière. Et ils ne sont pas en train d'y répondre de manière technologique ou moderne, ils sont en train de faire remonter des choses latentes, c'est-à-dire des manières d'être au monde qui avaient été invisibilisées, passées sous silence, et qui, à l'heure de la crise climatique, remontent en fait. C'est comme si d'un seul coup, il y avait cette nécessité de se ressaisir de très vieilles formes, voire même de les réinventer. Et ce qui questionne aussi, ça fait vraiment réfléchir même à se demander, en fait, je ne sais pas, désolé pour le débat philosophique, mais voilà, si le naturalisme, est-ce que c'est vraiment une ontologie au même sens que les autres ? Parce que finalement, s'il suffit à une crise systémique d'advenir pour que d'un seul coup, on puisse aller puiser dans des imaginaires, dans des manières de se relier au monde complètement différentes, c'est que notre mode de relation au monde, il est pas forcément si solide que ça. Donc voilà, ça pose toutes ces questions. Donc voilà, documenter ces réponses en fait à la crise qui arrive aussi, enfin qui va arriver, qui est déjà là, de ces gens qui justement ont d'autres outils pour y répondre. Et évidemment qu'on ne va pas devenir tous animistes. Évidemment, c'est que nous aussi, il va falloir qu'on réinvente des manières. Et donc deuxième point, réinventer des manières. Il faut créer des collectifs. Il faut recréer des collectifs. Et partout, il faut que, pour moi, sur chacun des territoires où il y a des problématiques liées à de la violence économique ou gouvernementale intrinsèquement liée avec des questions de changement climatique, il faut qu'il y ait des collectifs qui se ressaisissent des problématiques locales et que ça fleurisse un peu partout sur le territoire et qu'on recrée un débat démocratique. Voilà. Jérémy, un petit mot pour... C'est hallucinant, c'est la première fois que j'entends des gens qui répondent vraiment à cette question. Je suis très impressionnée, non, mais pour de vrai. Jérémy ? Si j'ai bien compris votre question, c'est vraiment sur l'aspect politique un peu de nos pratiques, c'est ça ? Moi, je peux vous donner un peu ma définition de ce que c'est un peu pour moi l'engagement politique, en tout cas personnellement. C'est exactement l'objet de la discussion, c'est inspirer. Pour moi, il n'y a que cette possibilité-là. Si on part de l'idée qu'on ne va pas imposer ses idées, c'est juste de montrer que concrètement, une réalisation d'une idée, d'un projet existe. Je reverrai vers ce film qui est devenu un documentaire qui est Idiocratie. Le problème, c'est que les imbéciles égoïstes, ils n'ont pas de complexe, ils parlent fort. Et du coup, si on veut, moi, politiquement, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai envie de montrer qu'il y a d'autres voies, d'autres possibilités que cet égoïsme, cette absence de réflexion et cette absence de projet concret. Je vous donne l'exemple un peu de mon cheval de bataille qui est le corail. Il y a des gens qui ont eu l'idée absolument formidable de balancer des centaines de milliers de pneus en caoutchouc dans l'eau en disant tiens, le corail il va pousser là-dessus, c'est génial, on s'en débarrasse et en même temps ça va être génial pour tout le monde. Là, ils sont en train de dépenser des millions pour les enlever parce qu'ils se sont dit ah oui, en fait c'est un peu dégoûtant ce qu'on a fait. Et moi, ce que je propose à travers mon projet, c'est concrètement, on peut réunir l'art, la science, l'industrie, les savoir-faire, l'éducation. C'est possible, et pour un projet vertueux, pour la nature. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas faire plus en engagement politique que de montrer que c'est possible et d'essayer d'aller le plus loin possible dans ce projet pour montrer et influencer. Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est une lutte. Pour moi, ce qui est difficile, et je pense les artistes, même peut-être toutes les personnes qui sont engagées, c'est que notre écosystème, là où on est bien, c'est dans l'atelier, dans son bureau, ou en mission, en expédition, etc. C'est pas forcément là avec un micro devant tout le monde. Donc nous, on a un temps de retard en fait par rapport à ceux qui ont plus l'habitude de parler et de prendre la place dans les médias. Donc pour moi, c'est ça l'engagement politique, c'est de venir là avec ma main un peu tremblante, un peu en dehors de mon écosystème, et j'ai pas un meilleur engagement politique que ça, que de me mettre en danger pour pouvoir proposer et essayer en tout cas d'être inspirant. Et sur ce, il y a l'église qui sonne 20h et je trouve que c'est absolument hallucinant. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Jérôme et je laisse la parole à Jérôme. C'était foisonnant et nous embrassons la Grande-Bretagne, bien sûr, mentalement.